Kiana Freeman était une jeune policière admirée pour son courage et son intégrité, mais lorsqu'elle rejeta une avance déplacée de la part d'un supérieur, elle fut sanctionnée par une mutation dans une prison de haute sécurité. Là, elle fit la connaissance de Devin, un détenu qui cachait une histoire incroyable à propos de sa fille et d'une promesse faite sur un lit de mort. Ce que Kiana découvrit dans cette cellule allait bouleverser sa vie à jamais. Le soleil ne s'était pas encore levé lorsque Kiana franchit pour la dernière fois les portes du commissariat central de Louisville. À 26 ans, elle s'était déjà forgé une solide réputation de policière dévouée et intègre après 3 années de service exemplaire. Ses supérieurs ne tarissaient pas d'éloges à son égard et elle avait reçu 2 médailles pour actes de bravoure. Mais tout avait basculé en une seule nuit. C'était un vendredi lorsque le capitaine Scott Miller la convoqua dans son bureau. Miller était connu pour son influence politique et pour obtenir ce qu'il voulait à coups de faveur et de menaces à peine voilées. Il ferma la porte derrière lui et s'approcha de Kiana avec un sourire qu'elle identifia immédiatement comme dangereux. « Freeman, vous êtes une policière exceptionnelle », dit-il en contournant son bureau. « J'ai de grands projets pour votre carrière. Que diriez-vous d'un dîner demain pour parler de votre prochaine promotion ?» La proposition s'accompagna d'un geste déplacé sur l'épaule de Kiana. Elle recula aussitôt, gardant son calme professionnel malgré la colère qui bouillonnait en elle. « Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, je préfère que notre relation reste strictement professionnelle. Si des opportunités de promotion existent, nous pouvons en discuter ici même pendant les heures de service. » Le sourire de Miller s'effaça immédiatement. Son regard se glaça. « Vous êtes en train de faire une grave erreur, Freeman. Une carrière prometteuse peut s'écrouler très vite à cause de décisions irréfléchies. Réfléchissez bien à ce que vous refusez. » Kiana releva le menton. « Ma décision est prise, monsieur. » Le lundi suivant, elle trouva l'ordre de mutation sur son bureau. Pénitencier d'État du Kentucky, unité de haute sécurité. Ses collègues furent stupéfaits. Sarah Mitchell, sa meilleure amie et partenaire de patrouille, ne put cacher son indignation. « C'est une vengeance mesquine. Tout le monde sait que tu es l'une des meilleures du district. Miller abuse clairement de son pouvoir. Je sais, Sarah, mais je ne vais pas m'aplatir ni faire de scandale. Je vais accepter cette mutation et continuer à faire mon travail du mieux que je peux. » Sarah lui serra les mains. « Tu es plus forte que nous tous. Tu vas t'en sortir, j'en suis sûre. » Le matin de son départ, Kiana prit la route en direction de la prison à travers les paysages ruraux du Kentucky. Le décor passait progressivement des banlieues aux champs ouverts jusqu'à ce qu'elle atteigne le complexe sinistre ceint de hauts murs de béton et de barbelés. C'était comme entrer dans un autre monde, un endroit où l'espoir semblait avoir déserté. Le directeur de la prison, un homme corpulent nommé Reynolds, l'accueillit avec une froide indifférence. « Freeman, ici, les choses sont différentes. Ces hommes sont dangereux. Gardez vos distances, soyez fermes et ne montrez jamais de faiblesse. » Pendant ces premiers jours, Kiana observa la manière dont certains gardiens traitaient les détenus. Elle vit des marques de mépris constant, des provocations inutiles et une atmosphère hostile qui rendait l'environnement encore plus tendu. Elle décida immédiatement qu'elle suivrait une autre voie. « Bonjour », disait-elle poliment lors de ses rondes matinales. La majorité des prisonniers l'ignoraient ou grognaient en guise de réponse. Certains lançaient des remarques déplacées pour tester ses limites. Mais Kiana gardait toujours une attitude professionnelle, respectueuse mais ferme si nécessaire. C'est au cours de l'une de ces rondes qu'elle remarqua Devin Hughes pour la première fois. Il était assis dans sa cellule, un livre de gestion hospitalière à la main. Âgé de 34 ans, ses tempes commençaient à grisonner et ses yeux trahissaient une tristesse profonde. Contrairement aux autres détenus, il se levait toujours à son passage et la saluait avec respect. « Bonjour, agent Freeman, je vous souhaite une bonne ronde. » Il y avait quelque chose de différent chez lui. Ce n'était pas le regard dur d'un homme habitué à la violence, mais plutôt celui de quelqu'un qui portait un fardeau émotionnel immense. Kiana commença à se demander quelle était son histoire. Devin Hughes purgeait une peine de 8 ans pour fraude financière. Selon son dossier, il avait détourné plusieurs millions de dollars à une entreprise pharmaceutique. Mais lorsqu'elle observait son comportement, quelque chose lui semblait incohérent.
Il passait des heures à lire des ouvrages sur la médecine infantile et remplissait des cahiers de notes qu'il conservait soigneusement. Lors d'une fouille de routine, Kiana découvrit des documents cachés sous son matelas, des contrats, des emails imprimés, des rapports financiers et des notes manuscrites extrêmement détaillées. D'après le règlement carcéral, elle aurait dû tout confisquer immédiatement. Mais l'ordre méticuleux des papiers la fit hésiter. « Agent Freeman, dit Devin d'une voix calme mais pressante. S'il vous plaît, laissez-moi quelques minutes pour vous expliquer. Je sais que ça a l'air louche, mais j'ai une très bonne raison de garder ces documents. » Kiana jeta un coup d'œil dans le couloir. Ils étaient seuls et elle savait qu'elle avait quelques minutes avant la prochaine ronde. Contre tout protocole, elle décida d'écouter. « Vous avez exactement 3 minutes. » Devin inspira profondément comme s'il s'apprêtait à raconter l'histoire la plus importante de sa vie. « Je n'ai pas commis le crime pour lequel je suis ici. Ces documents peuvent prouver mon innocence, mais ils révèlent aussi quelque chose de bien plus important à mes yeux. » Il s'approcha et Kiana vit les larmes monter à ses yeux. « Ma fille Kiara est morte d'une leucémie il y a 4 ans. Elle n'avait que 8 ans, mais c'était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Pendant les 2 années de traitement, elle ne s'est jamais plainte de la douleur. Au contraire, elle réconfortait les autres enfants à l'hôpital quand ils avaient peur. » La voix de Devin se mit à trembler. 3 jours avant de mourir, elle m'a pris la main et m'a dit « Papa, quand je ne serai plus là, tu aideras les autres garçons et filles malades, hein? Tu me le promets ? » Je lui ai promis que je créerais une fondation pour aider des familles comme la nôtre. Kiana sentit sa gorge se nouer. Il y avait dans la voix de Devin une sincérité qui la bouleversait profondément. « J'étais en train de mettre en place cette fondation quand on m'a arrêté, » poursuivit-il. « J'ai découvert que mon entreprise surfacturait des médicaments destinés à des enfants atteints de cancer. Quand j'ai voulu dénoncer ces pratiques, ils m'ont utilisé comme bouc émissaire et ont fabriqué des preuves contre moi. » Devin sortit une photo froissée de sa poche. « Voici Kiara. Elle croyait que les bonnes personnes existent dans ce monde et qu'elles font toujours la différence quand il le faut. » Kiana prit la photo avec délicatesse, ressentant tout le poids émotionnel de l'instant. L'enfant avait un regard à la fois doux et déterminé et son sourire semblait illuminer même cette vieille image passée. « Pourquoi vous me racontez tout ça ? » demanda Kiana en lui rendant la photo. « Parce qu'en 3 ans à vous observer, j'ai compris que vous étiez différente. Vous traitez les gens avec dignité, même ici entre ces murs. Vous choisissez de faire ce qui est juste, peu importe les circonstances. Et j'ai besoin de quelqu'un comme vous pour m'aider à tenir la promesse que j'ai faite à ma fille. » Ce soir-là, Kiana étala les documents sur la table de sa cuisine. Plus elle lisait, plus elle était convaincue que Devin disait la vérité. Les emails montraient clairement qu'il avait tenté de signaler les irrégularités et qu'on avait tout fait pour le faire taire. Elle reposa les yeux sur la photo de Kiara posée devant elle. L'enfant semblait lui sourire comme si elle savait que quelqu'un allait enfin se battre pour la justice. Kiana prit une décision qui allait bouleverser le cours de sa vie. Elle allait enquêter sur cette affaire, même si cela devait lui coûter sa carrière, voire sa sécurité. Le lendemain matin, elle retourna à la cellule de Devin avec une détermination nouvelle brillant dans son regard. « Je vais vous aider à tenir la promesse faite à Kiara, » dit-elle d'une voix ferme. « Je ne sais pas encore comment, mais on trouvera un moyen de rétablir la vérité. » Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie de Kiana Freeman. Elle partageait son temps entre ses gardes à la prison et une enquête secrète de plus en plus complexe. Lors de ses jours de repos, elle se rendait dans des bibliothèques publiques de villes voisines pour faire ses recherches en ligne, prenant soin de ne laisser aucune trace numérique qui aurait pu compromettre son investigation. À mesure qu'elle étudiait les documents, l'indignation de Kiana grandissait. La Pharmacorp, l'entreprise où Devin avait travaillé comme directeur financier, avait mis en place un système sophistiqué de surfacturation de médicaments destinés aux enfants atteints de cancer. Lorsque Devin l'avait découvert et tenté de le dénoncer en interne, les dirigeants ne s'étaient pas contentés de le licencier. Ils avaient falsifié des documents pour faire croire que c'était lui qui avait détourné les fonds, en réalité volés par eux. « Vous avez l'air épuisé ces derniers temps », observa Devin lors d'une ronde. « J'espère que vous ne vous mettez pas en danger pour moi. »« Je vais bien », répondit Kiana, bien qu'elle sache qu'elle ne pouvait plus cacher ses cernes ni sa tension constante.
L'enquête consumait chaque parcelle de son énergie. Au cours de ses recherches, Kiana découvrit le nom de Marcus Rivera, un journaliste d'investigation primé connu pour avoir révélé plusieurs scandales de corruption dans le monde des affaires. Après plusieurs jours à rassembler son courage, elle décida de le contacter. Allô, je m'appelle Kiana Freeman. Je suis policière et je possède des informations sur une grave injustice qui pourrait vous intéresser, dit-elle nerveusement depuis une cabine téléphonique publique. Marcus accepta de la rencontrer dans un petit café en périphérie de Louisville. C'était un homme d'une 50aine d'années, les cheveux grisonnants, le regard perçant, un carnet toujours à portée de main. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait déjà à une table discrète au fond de la salle. « Ces preuves sont impressionnantes », déclara Marcus après 2 heures à examiner minutieusement chaque document. Mais pour publier une enquête de cette ampleur, il me faut d'autres sources. Connaissez-vous quelqu'un d'autre impliqué dans l'affaire? Kiana mentionna Robert Shen, un vice-président de Pharmacorp mentionné dans plusieurs emails comme étant au courant du système frauduleux. Marcus passa quelques coups de fil à ses contacts et obtint une information capitale. Shen est hospitalisé à l'hôpital universitaire. Il est en phase terminale d'un cancer du pancréas, annonça Marcus. D'après ma source, il lui reste peu de temps à vivre. Peut-être voudra-t-il se soulager la conscience avant de partir. Le lendemain après-midi, ils se rendirent au chevet de Shen. L'homme, visiblement affaibli et branché à plusieurs machines, eut les larmes aux yeux lorsqu'il apprit la raison de leur visite. Il demanda que tous les visiteurs quittent la chambre. « Je savais que ce fantôme finirait par me rattraper », dit Shen d'une voix faible, mais empreinte de remords. Devin Hugh était l'homme le plus intègre que j'ai rencontré dans le monde des affaires. Nous l'avons détruit parce qu'il menaçait de révéler notre escroquerie à plusieurs milliards. Il expliqua en détail comment le système fonctionnait. Nous surfacturions certains médicaments jusqu'à 300%. Les familles désespérées étaient prêtes à payer n'importe quel prix pour sauver leurs enfants. Quand Devin a découvert tout cela et exigé qu'on y mette fin, nous avons décidé qu'il devait disparaître. Le cadre accepta d'enregistrer un témoignage complet de 2 heures dans lequel il expliqua comment Devin avait été faussement accusé. Il donna également des mots de passe permettant d'accéder à des fichiers confidentiels stockés sur des serveurs internationaux de l'entreprise. « Faites justice », murmura Shen à la fin de l'enregistrement. « Rendez-lui sa vie et honorez la mémoire de sa fille. » Avec toutes les preuves réunies, Kiana se retrouva face au plus grand dilemme de sa carrière. Devait-elle remettre le dossier à ses supérieurs en espérant que le système fonctionne? Le risque était réel. Les preuves pouvaient être supprimées. L'affaire étouffait sous la pression politique et économique. Et si les voies officielles échouent, demanda-t-elle à Marcus lors d'une réunion tendue dans le petit café devenu leur lieu de rencontre secret. Alors nous faisons ce pourquoi la presse libre existe. Révéler la vérité quand le système échoue, répondit Marcus avec détermination. Mais tu sais ce que ça veut dire pour toi, Kiana? Tu risques ta carrière. Kiana pensa à Kiara, à la promesse non tenue, aux centaines de familles brisées et à Devin qui dépérissaient injustement derrière les barreaux. Ma carrière ne vaut pas plus que la vie d'innocent. Elle prit la décision la plus courageuse et la plus risquée de toute sa vie. Un mardi pluvieux, Kiana remit l'intégralité du dossier à Marcus pour publication, en sachant pertinemment qu'elle serait poursuivie pour avoir divulgué des informations confidentielles et qu'elle risquait de tout perdre. L'histoire fit l'effet d'une bombe le jeudi matin. Condamné à tort, 3 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis pendant que les vrais coupables restent libres, titrait la une du Louisville Herald. L'enquête de Marcus s'étalait sur 6 pages avec documents, enregistrements, preuves irréfutables à l'appui. La réaction fut immédiate et fracassante. Le gouverneur ordonna une enquête d'urgence. Le procureur général lança une procédure fédérale. Les avocats de Pharmacorp tentèrent désespérément de contenir le scandale, mais les preuves étaient accablantes. Le lendemain matin, Kiana fut convoquée au service des affaires internes. Elle admit avoir transmis les informations à la presse, assumant l'entière responsabilité. Agent Freeman, vous êtes consciente que vous avez gravement enfreint les protocoles de sécurité et de confidentialité, demanda sèchement l'enquêteur. Parfaitement consciente, monsieur, mais je suis aussi consciente qu'un homme innocent subissait une injustice monstrueuse pendant que les vrais criminels restaient impunis.
J'ai suivi ma conscience, quelles qu'en soient les conséquences. 8 jours exactement après l'apparition de l'article, Devin Hughes fut libéré sur ordre du tribunal. Kiana l'attendait à la sortie de la prison. Pour la première fois depuis 3 ans, elle le vit en vêtements civils. Les mêmes qu'il portait le jour de son arrestation, désormais trop grands pour lui, affaibli par les privations et les années perdues. L'agent Freeman, dit-il, les larmes aux yeux. Comment remercier celle qui m'a rendu la vie? Vous n'avez pas à me remercier. Kiara méritait que sa promesse soit tenue et vous méritiez votre liberté. Devin sourit pour la première fois depuis leur rencontre. Un sourire qui éclaira son visage fatigué. Je veux lancer la fondation immédiatement. Je veux que le souvenir de Kiara commence à toucher de vraies vies. Mais j'ai besoin de quelqu'un de spécial pour m'aider. Quelqu'un qui sait ce que ça signifie vraiment de se battre pour la justice. Kiana savait que sa carrière dans la police était terminée. L'enquête interne aboutirait probablement à son renvoi et sa réputation dans le corps policier était compromise. Mais en regardant Devin, en pensant à la petite Kiara et à tous les enfants qui pourraient être sauvés, elle ne douta pas de sa réponse. Je vais démissionner officiellement et ensemble on va transformer cette douleur en espoir pour des centaines de familles. 8 mois après avoir définitivement quitté la vie policière, Kiana se trouvait par un matin ensoleillé de septembre en train d'organiser le tout premier siège officiel de la Kiara Hughes Foundation. Le lieu était modeste, un local commercial de 2 étages dans le centre de Louisville, mais il représentait la concrétisation d'un rêve né de la douleur et transformé en une source d'espoir palpable. « Tu es vraiment sûr de vouloir garder son nom ?» demanda Kiana pour la 10e fois, ajustant avec soin le portrait encadré de Kiara sur le mur principal de l'accueil. « Plus sûr que jamais », répondit Devin, en classant des piles de documents juridiques sur ce qui allait devenir son premier bureau. Kiara a toujours voulu aider d'autres enfants. Désormais, elle pourra le faire pour toujours à travers chaque vie que nous toucherons. Les premiers mois furent particulièrement difficiles. Devin avait investi la totalité des 850 000 $ d'indemnisation reçue de l'État pour louer les locaux, acheter du matériel de base, engager un avocat spécialisé en droit civil et constituer un fonds d'urgence pour les premiers cas. Kiana, quant à elle, mit à profit son expérience administrative dans la police pour mettre en place des systèmes de gestion efficaces, des protocoles d'accueil ainsi que des critères clairs pour la sélection des dossiers. L'objectif de la fondation était à la fois précis et ambitieux, aider les familles dont les enfants souffraient de maladies graves, mais qui faisaient face à des obstacles juridiques, financiers ou administratifs les empêchant d'accéder à des soins médicaux adaptés. L'organisation offrait un accompagnement juridique gratuit, de la médiation sur les dettes médicales, un soutien psychologique, lorsque c'était nécessaire, une aide financière directe. Le premier dossier leur parvint par l'intermédiaire de Marcus Rivera qui continuait de documenter leur travail dans une série de reportages consacrés à la justice sociale. Il s'agissait de Latoya James, mère célibataire de 28 ans, employée d'un supermarché dont le fils Isaiah, âgé de 6 ans, venait d'être diagnostiqué d'une leucémie lymphoblastique aiguë. « Je ne sais plus quoi faire », pleura Latoya lors de leur première rencontre, tenant Isaiah dans ses bras. J'ai perdu mon emploi parce que je devais constamment l'emmener à l'hôpital. J'ai maintenant un procès pour dette médicale de près de 100 000 $ et les huissiers me menacent de saisir ma maison. Kiana lui prit les mains tremblantes. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. À partir d'aujourd'hui, nous allons régler tout cela étape par étape. La fondation mobilisa rapidement un réseau d'aide pour Isaiah et sa mère. Un avocat bénévole spécialisé en droit de la santé prit en charge le dossier. Les dettes hospitalières furent renégociées selon les revenus de Latoya et surtout Isaiah fut intégré à un groupe de soutien pour enfants atteints de cancer. Un après-midi, alors qu'il attendait une consultation, Isaiah pointa du doigt le portrait de Kiara accroché dans le hall. « Tati Kiana, c'est ta fille ? La fille sur la photo ? Non, mon chéri, c'était la fille de tonton Devin, mais elle te ressemblait beaucoup, courageuse, forte et pleine d'amour pour les autres. » Isaiah observa attentivement le portrait. Elle est très jolie. Je parie que si elle était encore là, on serait de super copains et elle m'apprendrait à être encore plus courageux. Des cas similaires à celui de Latoya commencèrent à affluer rapidement grâce aux bouche à oreille et au partenariat avec les hôpitaux locaux. La fondation grandissait naturellement mais Devin luttait encore avec les séquelles psychologiques de ces années d'incarcération injuste.
Parfois, je me réveille en sursaut, persuadé que je suis encore dans ma cellule, confia-t-il un jour à Kiana, visiblement perturbé. J'entends encore le bruit des grilles qui se referment. Après ce que tu as vécu, répondit Kiana avec bienveillance. Le traumatisme met du temps à guérir. Mais regarde autour de toi, ajouta-t-elle en montrant le mur couvert de photos des familles qu'ils avaient aidées au cours des 6 premiers mois. Tu transformes ta douleur en espoir concret pour des dizaines de personnes. Parallèlement à son engagement dans la fondation, Devin était devenu une voix forte et respectée dans le mouvement pour la réforme du système judiciaire américain. Il intervenait dans des universités, des conférences sur les droits humains, des audiences publiques et des séminaires sur la corruption d'entreprises et la nécessité de protéger les lanceurs d'alerte. Ma fille de 8 ans m'a appris que même dans les moments les plus sombres de la vie, on peut toujours choisir de faire le bien plutôt que le mal, disait-il souvent dans ses discours. La Kiara Hughes Foundation existe parce qu'une policière extraordinairement courageuse a choisi de faire ce qui était moralement juste, même au prix de tout perdre. Pour Kiana, la fondation représentait un accomplissement personnel et une mission de vie qu'elle n'avait jamais connue en tant que policière. Son expérience d'enquêtrice l'aidait à naviguer les aspects juridiques complexes tandis que son empathie naturelle créait des liens puissants avec les familles les plus fragilisées. 1 an pour jour après son ouverture, la Kiara Hughes Foundation avait déjà aidé 127 familles en situation critique. Ils avaient conclu des partenariats impressionnants, 5 hôpitaux accordant des réductions importantes, 3 grands cabinets d'avocats offrant leurs services gratuitement et plusieurs entreprises locales fournissant régulièrement du matériel médical, des fournitures et des ressources financières. Lors de la fête émouvante du 1er anniversaire de la fondation, Latoya s'approcha de Kiana avec Isaiah, désormais visiblement plus fort, plus énergique et le visage illuminé d'un sourire retrouvé. Isaiah a préparé une surprise très spéciale pour vous deux, annonça Latoya, le regard rempli de fierté. Le garçon, maintenant âgé de 7 ans, tendit timidement un dessin qu'il avait soigneusement préparé pendant des semaines. On y voyait une petite fille aux cheveux bouclés, entourée d'enfants, se tenant la main sous un arc-en-ciel coloré point en haut de la feuille, écrit en lettres irrégulières mais pleines de tendresse. Merci Kiara, d'avoir envoyé des anges pour sauver maman et moi. Kiana sentit des larmes chaudes couler sur ses joues. Devin, à ses côtés, passa un bras autour de ses épaules dans un geste de gratitude silencieuse. Kiara serait incroyablement fière de ce que nous avons construit, murmura-t-il ému. Et je suis certain qu'elle nous regarde en souriant là en ce moment même. 2 ans et demi après la création de la fondation, par un matin glacial de janvier, Kiana était en train de relire les rapports annuels lorsqu'elle reçut un appel qui allait une fois de plus bouleverser leur vie. C'était le procureur fédéral James Morrison dont la voix semblait particulièrement grave et urgente. Mademoiselle Freeman, nous devons parler de toute urgence avec Monsieur Hughes. Notre enquête sur Pharmacorp a révélé des éléments bien plus graves que ce que nous avions imaginé au départ. L'enquête fédérale approfondie pendant 2 longues années avait suivi la trace de flux financiers internationaux et recueilli les témoignages d'anciens dirigeants repentis. Ce qu'ils découvrirent était terrifiant. La société ne se contentait pas de surfacturer des médicaments contre le cancer. Elle menait également des essais expérimentaux illégaux sur des enfants issus de milieux précaires sans consentement parental valide ni supervision médicale appropriée. Ils veulent que je témoigne au procès principal, dit Devin à Kiana après une réunion tendue de 4 heures avec le procureur. Sa voix tremblait légèrement et elle pouvait voir dans ses yeux qu'il revivait les traumatismes de ses années passées en prison. « Tu n'es pas obligé de le faire si tu ne t'en sens pas capable, répondit Kiana en lui serrant fermement les mains qui tremblaient d'anxiété. Tu as déjà assez souffert. Mais je dois le faire, Kiana, pour Kiara, pour Isaiah, pour tous ces enfants utilisés comme cobayes. Ils méritent que quelqu'un ait le courage de dire la vérité, quel qu'en soit le prix. Sa décision de témoigner le plaça de nouveau dans une position extrêmement vulnérable et dangereuse. Les avocats fortunés de Pharmacorp lancèrent aussitôt une campagne publique agressive de discrédit, remettant en question sa réputation et exploitant malicieusement ses années passées en détention. Monsieur Hughes attaqua l'avocat principal de la défense lors d'une audience préliminaire retransmise à la télévision. Comment le public peut-il croire au témoignage d'un homme condamné pour fraude financière? Votre parole n'est-elle pas définitivement entachée? Devin inspira profondément puis répondit avec une force calme canalisant toute sa douleur en détermination.
Et précisément parce que je sais ce que cela signifie d'être innocent et traité comme un coupable que je comprends la souffrance de ces familles brisées. Mon expérience me donne une crédibilité morale que vous n'aurez jamais. Kiana assista devant avec une fidélité inébranlable à chaque audience, chaque session préparatoire, chaque interrogatoire. Elle le vit se renforcer jour après jour, transformant la douleur d'un passé injuste en une force implacable pour défendre les plus vulnérables. Le procès dura 4 mois d'intensité extrême, attirant une couverture médiatique internationale. Marcus Rivera documentait chaque jour du procès avec précision, retraçant l'incroyable courage d'un homme et d'une femme qui avaient osé révéler l'un des plus grands scandales médicaux de l'histoire américaine moderne. Peu importe le nombre d'années qui passent, déclara Devin lors de son témoignage final, les yeux fixés sur les dirigeants de Pharmacorp. Peu importe vos menaces ou l'argent que vous dépensez en avocat, la vérité finit toujours par remonter à la surface. Ma fille Kiara m'a appris cette leçon essentielle de la vie. Le jury délibéra 3 jours dans une tension palpable. Lorsque le verdict fut enfin rendu, la salle d'audience était comble, familles de victimes, journalistes, militants des droits humains et avocats venus de tout le pays. Coupable sur les 47 chefs d'accusation portés, annonça solennellement le président du jury. La salle éclata instantanément en applaudissements, larmes de soulagement écrites sur les visages répétant « Justice, justice ». Kiana serra Devin dans ses bras. Il pleurait à chaudes larmes sans chercher à cacher son émotion après tant d'années de combat. On a réussi, Kiara. Papa a tenu sa promesse, mon ange. Les 5 principaux dirigeants de Pharmacorp furent condamnés à des peines de 15 à 25 ans de prison. L'entreprise, quant à elle, fut contrainte de verser 4,7 milliards de dollars d'indemnisation aux familles affectées et ses activités furent suspendues indéfiniment. Une partie significative de ce montant fut utilisée pour créer un fonds national permanent de soutien aux familles d'enfants atteints de cancer. 8 mois après le procès historique, la Kiara Hughes Foundation s'était étendue de manière spectaculaire à 12 États américains. De grandes entreprises, des célébrités influentes et des fondations philanthropiques internationales étaient devenues partenaires stratégiques, multipliant de façon exponentielle la portée et l'impact de cette œuvre née en hommage à une fillette courageuse. Jamais je n'aurais imaginé que cela prendrait une telle ampleur, déclara Kiana lors de la cérémonie d'inauguration du nouveau siège national à Nashville. Kiara l'a toujours su, répondit Devin avec un sourire empreint de la sérénité que seule la douleur transcendée peut offrir. Elle était plus sage que bien des adultes. Elle disait toujours que les petites graines plantées avec amour deviennent de grands arbres capables d'abriter le monde entier. Le nouveau siège était à la fois impressionnant et chaleureux. Des salles spécialisées pour le soutien psychologique, un espace coloré de jeux pour les enfants en traitement, une bibliothèque médicale, un auditorium pour des conférences éducatives et un mémorial permanent dédié à Kiara. Son portrait, désormais magnifiquement agrandi et encadré avec soin artisanal, trônait dans le hall principal, accueillant chaque visiteur avec son sourire éternel. Lors de la cérémonie officielle, Isaiah, désormais âgé de 12 ans et complètement guéri, monta sur scène pour prononcer un discours qui bouleversa les 300 personnes présentes. Tati, Kiana et tonton Devin m'ont sauvé à un moment où j'étais sur le point d'abandonner, dit-il d'une voix ferme, étonnamment mûre pour son âge. Ils m'ont appris qu'en plein désespoir, des personnes extraordinairement bonnes apparaissent sans prévenir pour tendre la main. Ils ont sauvé ma vie, sauvé ma maman de la dépression et sauvé littéralement des milliers d'autres familles. Merci de n'avoir jamais abandonné l'espoir et d'avoir prouvé que les miracles existent vraiment. L'assemblée se leva sous une ovation émue qui dura plus de 5 minutes. Latoya, aujourd'hui coordinatrice régionale de la Fondation, pleurait de fierté au premier rang, aux côtés d'autres mères également sauvées par l'organisation. Dehors, au-delà des immenses baies vitrées du siège, la ville de Nashville brillait sous les lumières nocturnes qui scintillaient comme des étoiles terrestres. Et la promesse simple d'une fillette de 8 ans sur son lit d'hôpital s'était transformée en espoir tangible et en salut concret pour des milliers de familles américaines. Et tout avait commencé avec une policière assez courageuse pour choisir ce qui était moralement juste, même si cela signifiait tout perdre. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus ému. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que le bien existe encore. Et souvenez-vous, il commence toujours par des gestes simples mais profondément courageux.